Quand une femme vous manque, elle l'avoue rarement à voix haute. Elle ravale sa fierté, refoule son désir et arbore un masque de force pour que personne ne remarque ce qui se passe réellement en elle. Mais la vérité, c'est que même lorsqu'elle tente de paraître bien, son silence est criant. Son regard change, son énergie change, et les mots qu'elle choisit trahissent ce qu'elle essaie de dissimuler. Elle fait semblant d'aller bien, d'avoir tourné la page, de ne rien ressentir, mais au fond, elle souffre encore, pense encore à toi, et ressent toujours ton absence d'une manière qu'elle n'admettra jamais. Car l'accepter, ce serait admettre que tu l'affectes encore. Et maintenant, je vais vous révéler les 10 phrases qu'elle utilise pour cacher sa souffrance et le fait que vous lui manquez. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation est efficace. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Première phrase. Je vais bien. Elle le dit avec une légèreté qu'elle a répétée devant le miroir avant de quitter la maison. Elle le dit avec un sourire qu'elle croyait sincère, jusqu'à ce que la nuit tombe et que le silence de la pièce la démasque. Ça va est la phrase la plus souvent employée par ceux qui ne vont pas bien du tout, car ceux qui vont vraiment bien n'éprouvent pas le besoin de le crier sur tous les toits. Elle parle avant même qu'on lui pose la question, parle trop vite, parle avec cette fermeté exagérée de quelqu'un qui a besoin de se convaincre lui-même avant de convaincre les autres. Et au fond, elle le sait. Elle sait que « ça va » n'est que le plus joli déguisement qu'elle ait trouvé pour cacher à quel point elle souffre encore. Le problème, c'est qu'elle est devenue si douée pour paraître aller bien que son entourage a fini par la croire. Ses amis ont cessé de poser des questions, sa famille a cessé de s'inquiéter, et maintenant, elle porte tout sur ses épaules, car elle s'est forgé une image si solide de femme qui a surmonté l'épreuve, qu'elle n'ose plus avouer qu'elle pleure encore sous la douche. Elle ne peut pas s'effondrer maintenant. Ce serait admettre qu'elle a menti depuis le début. Alors elle entretient le mensonge, jour après jour, publication après publication, sourire après sourire, jusqu'à ce qu'elle-même ne sache plus où s'arrête la comédie et où commence ce qu'elle ressent vraiment. Et le plus cruel, c'est que toi, qui la connaissais vraiment, tu le remarquerais sans doute immédiatement. Tu te rendrais compte que son « ça va » s'accompagne d'un regard fuyant, d'un rire un peu trop fort, d'un changement de sujet dès que la conversation aborde ton point de vue. Elle ne va pas bien, elle survit, et il y a une différence énorme entre les deux, une différence qu'elle préfère ignorer tout en répétant sans cesse, à elle-même et aux autres, qu'elle va bien. Deuxième phrase, je ne pense même plus à lui. Elle a prononcé ces mots un dimanche après-midi, alors que son nom s'affichait sur l'écran du téléphone d'une amie, et elle a détourné le regard trop vite pour que ce soit vrai. Je ne pense même plus à lui, disait-elle, elle qui pense à lui chaque matin avant d'ouvrir les yeux, qui pense à lui quand cette chanson passe à la radio, qui pense à lui quand elle passe devant l'endroit où ils sont allés ensemble pour la première fois. Ses pensées à son sujet n'ont pas d'horaire fixe, elles ne demandent pas la permission, elles ne tiennent pas compte du récit qu'elle s'est construit pour convaincre le monde qu'il appartient au passé. Il surgit dans les choses les plus simples et les moments les plus inopportuns, et elle a appris à avaler cette réalité sans rien laisser paraître sur son visage. Je ne pense même plus à lui, est peut-être le mensonge le plus difficile à maintenir, car les pensées sont indomptables. Elle peut contrôler ses actes, ses paroles, ses déplacements, ses fréquentations, mais elle ne peut maîtriser les pensées qui lui traversent l'esprit à 3 heures du matin, quand le sommeil la fuit. Elle se souvient de son rire, de son odeur, de la sensation qu'elle éprouvait près de lui, et ce genre de souvenir ne disparaît pas par simple caprice. Elle s'efforce de ne pas penser à lui, mais il surgit malgré tout, et à chaque fois, elle le repousse avec une force suffisante pour poursuivre sa journée comme si de rien n'était. Et quand elle raconte ça à ses amis, il y en a toujours une qui sourit d'un air entendu, qui sait, qui comprend le jeu, parce qu'elle y a joué elle aussi. Mais personne ne dit rien, car il existe un pacte tacite entre femmes qui ont souffert. Certains mensonges doivent être respectés jusqu'à ce que la personne soit prête à y renoncer. Alors le « je ne pense même plus à lui » plane, incontesté, accepté par tous comme une vérité, alors qu'elle, intérieurement, pense déjà à lui de nouveau. Troisième phrase.
J'ai déjà tourné la page. Surmonter pour elle signifie avoir appris à vivre avec la douleur sans la laisser paraître. Cela ne signifie pas que la douleur a disparu. Cela ne signifie pas qu'elle s'est réveillée un beau matin et que la blessure dans sa poitrine s'est refermée. Cela signifie qu'elle est devenue si experte à dissimuler ce qu'elle ressent que la plaie s'est transformée en cicatrice et qu'elle peut la camoufler sous de beaux vêtements, une coiffure soignée et cette démarche assurée qu'elle a adoptée juste après son départ. C'est du passé et le trophée qu'elle arbore pour prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui pour tenir le coup, même si tenir le coup lui a coûté bien plus cher qu'elle ne l'admettra jamais. Ce que personne ne voit, c'est le cheminement qui a précédé cette phrase. Les semaines où elle n'arrivait pas à manger correctement. Les nuits où elle relisait d'anciennes conversations, juste pour sentir sa présence d'une certaine manière. Les jours où elle fixait le plafond, incapable de trouver une raison valable de se lever. Cela n'apparaît pas dans le passage où elle dit « c'est du passé ». Elle a effacé ce chapitre de son histoire avant de la raconter, car montrer sa faiblesse, c'est montrer à quel point il comptait pour elle. Et montrer à quel point il comptait pour elle, c'est montrer à quel point son absence lui pèse encore. Alors elle passe directement à la fin heureuse, même si cette fin est encore en train de s'écrire. Et le paradoxe, c'est que plus elle répète « c'est du passé », plus on a l'impression qu'elle essaie de sceller quelque chose qui reste ouvert. Quelqu'un qui a vraiment tourné la page n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Quelqu'un qui a vraiment tourné la page parle du passé sans cette tension sous-jacente dans la voix, sans ce souci excessif de paraître calme. Elle reste trop prudente. Elle choisit encore ses mots avec une précision chirurgicale quand il s'agit de lui. Elle esquive encore la conversation quand elle devient trop profonde. Ce n'est pas tourner la page, c'est du contrôle. Et elle confond les deux. 4e phrase, c'était mieux ainsi. Elle a bâti tout un récit autour de cette phrase. Elle a énuméré les raisons, organisé les arguments, s'est convaincue par la logique, car elle savait qu'elle n'y arriverait jamais avec son cœur. C'était mieux ainsi, parce qu'il n'était pas prêt. C'était mieux ainsi, parce qu'il se disputait trop. C'était mieux ainsi, parce qu'elle mérite quelqu'un qui la choisisse vraiment. Toutes ces raisons sont valables, toutes sont sensées, toutes sont vraies dans une certaine mesure. Le problème, c'est que vrai et facile sont deux choses différentes, et elle a découvert qu'on peut croire en quelque chose et souffrir pour cela. Elle affirme « c'était mieux ainsi », avec une conviction qui impressionne même ceux qui la connaissent bien, car elle l'a tellement répété intérieurement que c'en est devenu un mantra. C'est une phrase protectrice. C'est sa façon de transformer la douleur en leçon, de donner un sens à la fin qui justifie le prix à payer. Car si c'était mieux ainsi, alors la douleur en valait la peine. Car si c'était mieux ainsi, alors elle n'a pas perdu, elle a gagné. Car si c'était mieux ainsi, alors il n'y a aucune raison de le regretter, aucune raison de vouloir revenir en arrière, aucune raison de laisser le désir l'emporter. Et tant que cette logique tient, elle peut continuer. Mais il y a des nuits où la logique l'abandonne. Des nuits où elle fixe le chevet et se dit que rien de tout cela n'était pour le mieux, qu'il aurait mieux valu qu'il soit là, que toutes les raisons rationnelles du monde ne sauraient combler le vide physique et émotionnel qu'il a laissé. Ces nuits-là, l'idée que c'était pour le mieux s'évanouit complètement, et il ne reste plus qu'elle, seule, face à cette vérité qu'aucune jolie phrase ne peut contenir, que parfois, faire le bien fait autant mal que faire le mal, et que le savoir ne rend rien plus facile. 5e phrase. Je suis heureux à ma façon. Cette phrase possède une élégance particulière car elle ne se conforme pas au bonheur conventionnel. Elle crée une catégorie exclusive où tout état émotionnel trouve sa place. Ma façon de faire est une échappatoire, une manière de dire « ne me comparez pas, ne me questionnez pas, ce que j'ai me suffit et c'est à moi ». C'est une formule astucieuse, prononcée par une femme intelligente, qui a compris que la meilleure défense est celle qui est incontestable. Comment contester son bonheur si elle en a elle-même défini les termes? C'est impossible, et c'est précisément ce qu'elle souhaitait. Derrière « ma façon de faire » se cache une solitude qu'elle a appris à nommer indépendance, un silence qu'elle a appris à nommer paix, une absence qu'elle a appris à nommer espace. Elle a tout repensé. Elle a réorganisé toute sa vie autour d'une conception du bonheur qui ne l'inclut pas, car l'inclure reviendrait à admettre son incomplétude, et elle refuse d'être la femme qui a besoin d'un homme pour être heureuse. Alors, elle a bâti un bonheur alternatif, réel à bien des égards, mais avec une pièce close qu'elle n'ouvre à personne. Une pièce où demeure tout ce qu'elle ressent encore et qu'elle refuse d'admettre. Et il y a des jours où ce bonheur est authentique. Il y a des moments où elle rit vraiment, où elle se sent légère,
où elle regarde la vie et se dit qu'elle peut très bien se passer de lui. Mais il y a d'autres moments où elle voit un couple se regarder d'une façon qui lui est familière, ou entend une phrase qu'il avait l'habitude de dire, ou ressent simplement ce manque sourd qui ne prévient pas avant d'arriver, et son bonheur, à sa manière, grince. Il ne se brise pas, car elle ne le permettra pas, mais il grince, et elle le sent, et elle le repousse, et elle ne cesse de répéter, à qui veut l'entendre, qu'elle est heureuse à sa façon, comme si c'était simple, comme si cela ne coûtait rien, comme si ce n'était pas le plus grand effort de sa vie à cet instant précis. 6e phrase. Je ne veux pas parler de lui. Voilà la phrase qui révèle tout ce que les autres tentent de dissimuler. Car une personne qui a véritablement tourné la page, qui ne ressent plus rien, parle de son ex avec la même indifférence qu'elle met à parler de la pluie et du beau temps. Elle n'éprouve pas le besoin de se protéger du sujet, ni d'ériger une barrière avant que la conversation ne devienne trop intime. Pourtant, elle le fait. Elle pressent le moment où son nom est sur le point d'être prononcé avant même que quiconque n'ouvre la bouche, et elle agit promptement, change de sujet, coupe court à la discussion avant même qu'elle ne commence. Je ne veux pas parler de lui, dit-elle avec cette froideur calculée qu'elle a si bien cultivée, est en réalité l'aveu le plus sincère qu'elle ait jamais fait. Mais personne ne le remarque, car il est empreint de distance. Ce qu'elle ne dit pas, c'est la véritable raison de son silence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'instinct de survie. Elle sait que si elle se met à parler, quelque chose finira par s'échapper. Une lueur suspecte dans le regard, une hésitation avant de dire que tout va bien, un sourire involontaire au souvenir d'un souvenir qu'elle préférerait oublier. Elle se connaît suffisamment pour savoir qu'elle ne fait pas confiance à sa propre voix lorsqu'il s'agit de lui. Le plus sûr est donc d'éviter le sujet. Il est plus facile de paraître fermée, dure, indifférente, que de risquer d'être démasquée par quelqu'un d'attentif. Le cruel paradoxe de cette phrase, c'est qu'en disant qu'elle ne veut pas parler de lui, elle parle de lui. Elle sous-entend qu'il occupe encore une place suffisamment importante pour mériter ses propres règles, une protection particulière, un avertissement préalable. Ce territoire est interdit. Les personnes qui n'ont plus aucune importance ne bénéficient pas de ce traitement. L'ex qu'elle a véritablement oublié, elle l'évoque sans cérémonie, légèrement, comme une vieille histoire qui a perdu de son charme. Mais pas lui. Il y a un panneau, défense d'entrée, sur sa porte, et chaque fois qu'elle le désigne du doigt en disant « Je ne veux pas parler », elle dit, sans s'en rendre compte, le contraire. 7e phrase, « Je me concentre sur moi-même maintenant ». De toutes les phrases qu'elle emploie, celle-ci est sans doute la plus juste, et en même temps, la plus incomplète. En réalité, elle se concentre sur elle-même. Elle a repris le sport, un ancien passe-temps, sort plus souvent avec ses amis, s'est investie dans son travail, a fait des choses qu'elle avait trop longtemps mises de côté. Tout cela est authentique. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qui se cache derrière cette soudaine et intense introspection. Que l'immobilité lui fait mal, que le silence lui fait mal, qu'avoir trop de temps libre, c'est trop de temps libre pour penser à lui. Alors, elle a comblé chaque instant libre de son emploi du temps avec une activité qui la maintient en mouvement. Cette attention portée à elle-même est sincère, mais l'urgence de cette attention a un nom. Et ce nom, c'est lui. Elle a bâti une nouvelle version d'elle-même à partir des ruines de ses sentiments. Et cette version est impressionnante, authentique, elle lui appartient. Mais ceux qui connaissent bien son histoire savent que cette reconstruction a été initiée par la douleur, non par l'inspiration. Elle ne s'est pas réveillée un beau matin, avec l'envie de se réinventer parce que la vie lui souriait. Elle s'est réveillée le cœur vide et avait besoin de trouver un moyen de le combler sans dépendre de personne, sans dépendre de lui-même. Alors elle est devenue son propre travail, son propre projet, sa propre priorité, non pas parce qu'elle n'a pas besoin d'amour, mais parce que cet amour-là n'est plus accessible et qu'elle avait besoin d'un cap à suivre. Ce qui blesse dans cette phrase, c'est qu'elle sonne presque comme un message. Je me concentre sur moi maintenant, sous-entend un différent d'avant, quand je me concentrais sur toi. Une nuance sous-jacente, inexprimée. C'est une déclaration d'indépendance teintée de ressentiment, une affirmation de force qui porte encore l'ombre de la faiblesse qu'il a engendrée. Elle se concentre sur elle-même. Oui, elle évolue, oui. Mais s'il se présentait à sa porte maintenant avec les mots justes, toute cette concentration vacillerait un instant, juste un instant, qu'elle étoufferait avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Car se concentrer sur soi-même est le plan B de celle qui désirait désespérément le plan A. 8e phrase. Je ne veux pas y retourner. Elle le dit et y croit, car d'une certaine manière c'est vrai. La femme qu'elle est devenue a assez vu pour savoir qu'y retourner signifierait risquer de revivre tout ça.
Et une partie d'elle, la partie rationnelle, celle qui a tiré des leçons de la douleur, ne le souhaite vraiment pas. Mais ne pas vouloir revenir en arrière et ne pas regretter le passé sont deux choses complètement différentes et elle les confond délibérément pour éviter d'avoir à affronter la seconde. Car ne pas vouloir renouer la relation ne signifie pas ne plus le vouloir, ni ne pas regretter ce qu'elle ressentait avec lui, ni que son cœur et sa raison interprètent la situation de la même façon. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que « je ne veux pas y retourner » signifie souvent « j'aurais peur de le vouloir si je lâchais prise ». C'est une décision qu'elle a prise au seul moment où elle a eu suffisamment de lucidité, juste après la fin de tout, encore au comble de la douleur, quand il est devenu évident que c'était terminé. Elle s'est accrochée à cette décision comme à une planche au milieu de l'océan, et s'y est cramponnée depuis, car elle sait que si elle lâche prise, si elle laisse le doute s'installer, si elle se permet d'imaginer une autre version où les choses se seraient arrangées, elle se noiera. Alors, elle ne lâche pas prise. Elle répète « je ne veux pas y retourner », jusqu'à ce que cette phrase devienne un mur, une protection, une vérité absolue qui ne souffre aucune remise en question. Et il y a des jours où elle y croit presque totalement, des jours où la vie sans lui semble non seulement possible, mais préférable, où elle se regarde dans le miroir et reconnaît une femme qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour continuer d'exister. Mais il y a d'autres jours, les jours de vérité, où elle se souvient d'un moment précis, d'une version de lui qu'elle aimait avant que tout ne se complique, et se dit « ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, c'est que je ne devrais pas, c'est que ce serait mal ». Et il y a un gouffre entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir, un gouffre qu'elle franchit chaque fois qu'elle prononce cette phrase et fait semblant d'avoir trouvé la bonne voie. 9e phrase. Ce n'était pas de l'amour. C'est la plus violente de toutes. Et elle le sait. C'est la phrase clé, celle qui efface tout d'un coup, celle qui tente de transformer rétroactivement quelque chose d'énorme en rien. Si ce n'était pas de l'amour, alors il n'y a rien à regretter. Si ce n'était pas de l'amour, alors la douleur qu'elle a ressentie est inexplicable, ou exagérée, ou une faiblesse. Si ce n'était pas de l'amour, alors elle peut se débarrasser de tout le poids émotionnel qu'elle portait sans avoir à justifier son prix. C'est une solution élégante à un immense problème, et elle l'utilise avec la précision de quelqu'un qui a plus besoin d'y croire que d'y croire réellement. Mais le corps ne ment pas comme l'esprit. Ce corps incapable de dormir pendant leur dispute, cet estomac noué par sa disparition soudaine, ce cœur qui s'est emballé à l'annonce de son nom au téléphone, ces larmes qui ont jailli inopinément aux moments les plus inattendus, aucune de ces réactions physiques, viscérales et involontaires ne se produit dans une relation qui n'était pas de l'amour. L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Il n'a pas besoin d'avoir fonctionné pour avoir existé. Il n'a pas besoin d'avoir été réciproque de la bonne manière pour avoir été profond. Et au fond d'elle, sous une carapace qu'elle protège par toutes ces autres phrases, elle le sait. Ce n'était pas de l'amour, se dit-elle pour se dédouaner d'avoir éprouvé des sentiments si forts pour quelqu'un qui, finalement, n'est pas resté. Il est plus facile de minimiser ce sentiment que d'accepter qu'il était réel et pourtant insuffisant, car cette seconde version blesse d'une manière difficilement guérissable. Un amour qui a existé et n'a pas fonctionné est une plaie ouverte. L'amour dont elle se persuade qu'il n'a jamais existé est une histoire qu'elle peut clore. Alors elle la clôt. Elle signe « ce n'était pas de l'amour » et range le dossier. Mais classer ne signifie pas oublier, et elle s'en rend compte chaque fois que le dossier s'ouvre tout seul au milieu de la nuit. 10e phrase. Je mérite mieux. Elle a appris à le dire et à y croire, et c'est peut-être le plus grand acte de courage silencieux qu'elle ait jamais accompli. Car croire qu'elle mérite mieux, après avoir si longtemps accepté moins, est une révolution intérieure invisible, mais qui change tout. Elle se le répète comme on récite une nouvelle prière, une prière qui sonne encore étrangement à ses oreilles, mais qu'elle est déterminée à intérioriser jusqu'à ce qu'elle devienne la seule vérité qu'elle connaisse. Je mérite mieux est le début d'un processus de guérison qui prendra encore du temps, prononcé par une femme qui est encore en plein dedans, mais qui a déjà réussi à nommer ce qui n'allait pas. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que croire mériter mieux n'efface pas le manque qu'elle ressent pour la personne qu'elle a vécue. Que mériter mieux ne signifie pas qu'elle n'aimait pas ce qu'elle avait. Que quitter une relation qui ne lui suffisait pas ne signifie pas que c'était facile, ni que ce n'était pas douloureux, ni qu'elle ne repense pas parfois avec cette pointe de regret, en sachant qu'une histoire n'a pas eu la fin qu'elle espérait. Elle mérite mieux, et quelqu'un lui manque en même temps, et elle porte ce paradoxe seule car il semble étrange de regretter quelqu'un dont on disait mériter mieux. Cela semble être une faiblesse, une incohérence.
alors qu'en réalité, c'est tout simplement humain. Et la plus belle phrase de toute cette liste est aussi la plus triste, car elle n'existe qu'après une longue souffrance. On n'apprend pas à mériter mieux sans avoir trop longtemps accepté moins. Cette phrase est née de nuits où elle se sentait insignifiante, de moments où elle a fait passer les autres avant elle sans recevoir la même chose en retour, d'une accumulation silencieuse d'épisodes qui ont fini par la faire craquer et la faire comprendre. Elle mérite mieux, c'est vrai. Mais le chemin qui l'a menée à cette phrase lui a coûté des parts de soi irrécupérables. Et parfois, quand le silence pèse trop lourd, elle contemple ce prix et le ressent encore, pleure encore, le regrette encore, même en sachant tout ce qu'elle sait. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.